Donc, là, c'est bon, nous sommes en live. On va laisser les gens venir. Je pense qu'on va commencer. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous avons ce soir l'immense et l'honneur de recevoir un panel composé par Sidi Khalifa, ingénieur et entrepreneur mauritanien formé en France, directeur général de CDS. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Abdoulaye Sy, fondateur de OptConnect. Et nous avons aussi Mohamed Béchir Hamdi, enseignant à l'Université de Strasbourg, conseiller près de l'ambassade de Mauritanie à Paris. Et on va essayer ce soir de parler, échanger ensemble. Nous souhaitons que cet échange soit très constructif et que les gens qui sont là, qui vont nous regarder, soient acteurs de cet échange. Nous allons échanger sur le thème quels sont les secteurs et les porteurs pour la jeunesse mauritanienne de demain. Et nous allons parler sur le contexte vraiment mauritanien. Donc, je me présente moi-même, je m'appelle Mohamed Lemine Gawad. Je suis master en informatique à l'Université de Caen Normandie. Je suis le vice-président d'atelier d'insertion et d'orientation. Donc là, je vais donner la parole à Monsieur Sid Mohamed pour se présenter. Ça vous la parole, Sidi Khalif. Oui, donc je m'appelle Sidi Khalifou, je suis effectivement ingénieur de formation et je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années en Mauritanie, essentiellement dans le secteur de l'eau et de l'énergie, mais aussi dernièrement dans tout ce qui est appui aux entreprises, financement des entreprises, dans le domaine agro-pastoral. Donc voilà, quelques lignes là-dessus. Donc, je suis d'ailleurs président des CODEC qui ont une active dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Okay, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un peu plus de détails. Je vais donner la parole à Abdoulaye Sy de se présenter vraiment. Bon, alors moi, donc je suis Abdoulaye Sy, je m'appelle Abdoulaye Sy, et je suis aussi entrepreneur qui évolue dans l'univers un peu de la robotique, de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Je suis un gros passionné des nouvelles technologies. Donc, j'ai créé OB Connect en 2018, il y a bientôt 2 ans, 3 ans. Et donc, qui est une marketplace à la fois en logiciel de collecte de données pour les objets connectés. Et en même temps, peut-être qu'on ne connaît pas trop sur cette casquette. Je suis un membre très actif de RMI. Donc, RMI, qui est le média mauritanien de la diaspora, créé en 2003 et en 2013, qui porte vraiment ses fruits aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, après, je suis quelqu'un qui est très dans l'univers de la technologie, où je développe au fur et à mesure dans la discussion. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs qui sont là. Donc, pour qu'elles soient vraiment vivantes, il faut poser vos questions et soyez passifs. Essayez d'apporter votre contribution via le chat. On va essayer de traiter ces thèmes sur la question suivante. Quels sont les secteurs et les porteurs pour la jeunesse mauritanienne de demain? Donc là, je donne la parole à Sidi Khalifou. Vous avez 20 minutes à peu près. 20 minutes, ouais, bon. Peut-être qu'effectivement, il faudra plus de temps pour la partie interactive. Et donc, peut-être que c'est bien de faire moins de temps, quitte à revenir après, parce que, bon, quand j'ai pas
C'est un thème qui est assez large, donc peut-être que j'apporterai quelques éclaircissements. D'abord, je vous remercie, je vous félicite aussi pour ces initiatives parce qu'on a besoin effectivement que des jeunes, et qu'ils soient étudiants, entrepreneurs ou actifs en tout cas, initient et lancent des débats par rapport à des préoccupations nationales comme l'insertion, l'emploi, l'entrepreneuriat. Parce que c'est une vraie problématique et qui demande à ce que tout le monde contribue à ça. Et surtout ceux qui sont concernés, qui prennent leur avenir à main et qui n'attendent pas justement que l'État ou l'organisation définisse ce qu'il y a à faire. Ça, c'est vraiment sanitaire et c'est pourquoi d'ailleurs je n'hésite pas à répondre présent pour encourager ça et continuer à le faire. Maintenant, la problématique effectivement, des créneaux porteurs ou des domaines sur lesquels la jeunesse peut s'orienter, c'est un sujet assez complexe parce qu'effectivement, ça dépend du contexte national, ça dépend de la formation professionnelle, ça dépend de la formation de chacun et de son intérêt. Mais je voulais d'abord insister sur un point qui est essentiel. C'est vrai que aujourd'hui, il est clair, aussi bien au niveau des États, au niveau du secteur, que nous ne pouvons plus compter sur l'insertion classique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir et dire je vais trouver un boulot dans une boîte. Ça devient de plus en plus rare. Et donc, une grosse partie, malheureusement ou heureusement, du public étudiant aujourd'hui d'un certain niveau, de réfléchir à créer des entreprises et être entrepreneur. À la sortie, après, ou en certain temps, en tout cas, ça devient l'un des axes majeurs pour créer l'emploi et pour s'insérer. Donc, créer son propre job, son propre boulot, ça devient une des principales problématiques et à laquelle il faut se préparer. Il faut se préparer très tôt parce que déjà, au niveau de la formation, au niveau de la sortie, il faut avoir cet esprit. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de la demande au niveau de nos pays, malheureusement, n'est pas suffisante pour insérer tous ces sortants, surtout ceux qui sont bien formés et qui ont la capacité de créer des entreprises. Ça, c'est un premier constat et malheureusement, ce n'est pas quelque chose de facile et nos pays ne sont pas bien préparés pour ça. Et nos organismes de financement ne sont pas bien préparés pour ça. Maintenant, pour revenir, donc du coup, il faut déjà avoir en tête que c'est l'élément fondamental. Ce qui n'empêche pas effectivement dans certains domaines aussi de chercher l'insertion. Et donc, si aujourd'hui on va analyser le contexte mauritanien, il y a, on peut dire, les secteurs entre guillemets modernes, on va dire modernes, même si tout doit être moderne, mais qui sont un peu mondiaux, qui sont tout les industries extractives, effectivement. On est un pays théoriquement gazier, minier, et qui a des ressources naturelles, pétrolier même, probablement, et du coup, il y a plein effectivement d'entreprises. Apparemment, c'est Mohamed, excuse-moi, il y a un petit peu de problème de son. Ah bon, je vais pas avancer peut-être. Là, c'est mieux? Ouais, là, il me semble que c'est mieux. C'est mieux, pardon. Donc, je disais que là, c'est mieux. Que dans les secteurs qu'on peut dire modernes, donc industrie extractive, secteur gazier, pétrolier, minier, donc il y a un potentiel énorme et qu'aujourd'hui, ce sont en dehors de la STEAM, c'est des entreprises étrangères qui occupent le marché et que probablement, si on se prépare mieux, il y a des potentiels d'insertion. Et le vrai problème, c'est que est-ce qu'on est suffisamment on connaît les opportunités dans ce secteur, on connaît les types de formations qui sont demandées pour y aller et pour chercher les postes dans ça. C'est ça la difficulté. Et donc, il y a tout le concept de ce qu'on appelle local content, en fait, qui est piloté par le gouvernement et qui permet de dire comment le gouvernement peut orienter les industries vers un contenu local et qui permet effectivement l'insertion des jeunes et qui permet leur emploi. Mais c'est toute une bataille qui est loin d'être gagnée parce qu'effectivement, on est en retard sur ça. En tout cas, si on compare à des pays comme le Sénégal, on est en retard sur ça, mais c'est rattrapable. Je crois que c'est rattrapable. Donc là, il y a un potentiel énorme dans ce secteur-là qui peut être
pour des jeunes bien formés qui peuvent bien être pris en considération. Pardon. Le deuxième secteur, on peut dire aussi un peu moderne, et je pense que je n'ai pas trop m'intéresser parce qu'Abdoulaye ici et là, il va en parler. C'est tout ce qui est effectivement nouvelles technologies, IT, objets connectés, intelligence artificielle. Moi, je suis persuadé que dans ça, il y aura beaucoup de choses, mais je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'est un potentiel qui est là. Mais en reste des secteurs moins visibles, et plus traditionnels, mais qu'on a malheureusement négligés. Et c'est là qu'il y a des potentiels énormes. C'est tout ce secteur agriculture, élevage, pêche. C'est des secteurs sur lesquels, et ça, le gouvernement actuel est tout à fait dans cette ligne, sur lesquels il y a un potentiel énorme d'emploi, de création d'entreprises, de développement. Et la vraie problématique, c'est qu'ils ont été négligés en disant que c'est des secteurs traditionnels, non modernes, et la jeunesse a été plutôt de dire on va vers l'IT. Je ne critique pas l'IT, c'est important, mais tout le monde ne peut pas être IT. Tout le monde ne peut pas être en fait. Il faut bien qu'il y ait des gens qui produisent, et surtout des secteurs vitaux. C'est des secteurs aussi où on a un potentiel de création d'emplois énorme et à tous les niveaux. Au niveau formation moyenne, au niveau formation supérieure, au niveau de différents métiers. Et d'ailleurs, on a aussi intérêt, par exemple, dans le secteur IT, qu'il soit appliqué à ce secteur-là. C'est qu'il lui donne plus de sens et plus de solutions. En fait, c'est la valeur ajoutée. Et donc, il y a un potentiel de création d'entreprises, un potentiel d'insertion dans ce secteur-là, lesquels je ne vais pas trop... Bon, on peut revenir sur ça. Un troisième secteur, un quatrième secteur, c'est lequel aussi je connais bien, et qui est tout ce qui est lié à l'eau, à l'énergie et à l'environnement. Là aussi, il y a vraiment des niches importantes, même si si on prend l'énergie, c'est vrai qu'à priori, c'était un secteur public où on disait qu'il n'y a pas beaucoup, en dehors des opérateurs publics, qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, mais on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme, toujours de création d'entreprises et d'insertion. Et surtout des niches sur lesquelles on peut créer des choses et on peut développer une insertion par rapport à ça. Et même chose pour l'environnement, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur l'environnement propre, les nouvelles solutions liées à l'environnement. Il y a aussi pas mal de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'innovation et il y a des potentiels là-dessus. Enfin, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, il y a tout ce qui est aussi ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire ou le business social. On se rend compte qu'il y a tout un nouveau aussi business et, qui peut être beaucoup plus orienté vers des services publics, vers des services sociaux, mais qui concilie cette approche économique et le social, qui permet de répondre à des problèmes sociaux en ayant des activités économiques et il y a des potentiels d'insertion là-dessus. Et il y a des potentiels de création d'emplois. Mais c'est un nouveau modèle et on est en train de développer des projets. C'est plus facile et c'est plus utile tout de suite. Pas le business classique, mais c'est aussi qui est en train de développer ça. Donc voilà, ces 5 piliers, me semble, ou 5 grandes thématiques, me semble. D'ailleurs, elles couvrent beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, bien formés, ça n'exclut pas quand les services financiers dans les... Il y a beaucoup d'autres métiers aussi, il y a des potentiels. Aujourd'hui, là, bien formés, je crois que c'est l'élément fondamental et qui peuvent s'adapter au contexte. Et c'est la difficulté, c'est effectivement bien formé, et qui connaissent les milieux professionnels, qui connaissent les milieux de l'entreprise, qui connaissent les outils informatiques, qui ont une capacité de gestion et d'organisation sur le terrain. C'est ce qui manque le plus. Il faut de tout de suite dans son domaine précis, les gens étaient formés, même si c'est d'avoir la capacité, ces opportunités dans
d'emploi qui existent au niveau du milieu professionnel qui est là, au milieu local qui est la Mauritanie. Je ne vais pas être très long au début, je crois que c'est une introduction parce que je crois que c'est mieux de peut-être dans un second tour approfondir ou répondre à des questions. C'est beaucoup plus intéressant que de s'étaler vers cette thématique. Mais je vous donne un peu mes grandes idées sur ça. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Je pense que tu parles, mais on ne t'entend pas. Le micro, voilà. Voilà. J'ai donné la parole à Abdullah ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Ouais, normalement c'est bon. Bien. Il y a un petit peu de problème ici. Mais... Alors, du coup, je pense que c'est bon, je peux. Bon, je pense que l'arrivée de la 4G en Mauritanie nous montre qu'on aura toujours des problèmes de connexion, mais ça va arriver. Alors, du coup, moi, je vais commencer. En fait, moi, pour parler des secteurs de demain, j'ai envie de retourner un peu en histoire. En fait, j'ai l'impression que avant, on avait demandé à nos anciens, en fait, à nos parents qui, 90, 80, Gawad, tu peux juste muter ton micro parce qu'en fait, on entend juste. Okay. Ouais, très bien. Donc, du coup, si je parlais, si on demandait à nos parents dans les années 80, 90, quels seront les secteurs porteurs de demain, j'en suis sûr, ils ne nous parleront pas de Michili, ils ne nous parleront pas de Bankili, ils ne nous parleront pas de Adanam ou Neldam. C'est des plateformes mauritaniennes aujourd'hui qui existent aujourd'hui en Mauritanie. Donc, c'est pour vous dire que la technologie a pris sa place dans ce monde comme dans le monde d'aujourd'hui. On est envahi par la technologie et par l'Internet. Et avant de rentrer vraiment dans le vrai vif du sujet, c'est juste en fait pour vous dire que dans les années 80, 90, quand on parlait de la Mauritanie, on parlait du cuivre, on parlait du minerai du cuivre, on commençait à parler du pétrole en Mauritanie. Il y avait toute une génération rêveurs qui voulait vraiment se jeter dans la pétrochimie, dans tout ce qui est cuivre et dans le fer. Et aussi au niveau international, au niveau pays frontalier, on voyait partout en Mauritanie, au Sénégal et partout jusqu'en Guinée, on avait des boutiques mauritaniennes. Donc, quand on voyait des boutiques, il y avait même une appellation au Sénégal qui s'appelait les boutiques NAR. Donc, ça montrait à quel point que l'entrepreneuriat est né en Mauritanie et a toujours existé en Mauritanie. Bon, aujourd'hui, il y a de moins en moins de magasins dans les autres pays, mais ça montrait quand même une vision qu'on avait déjà à l'époque sur l'entrepreneuriat. Donc, si on avait demandé à un Sénégalais dans les années 80 quelle sera la Mauritanie de demain, ils allaient nous envahir partout avec les boutiques. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont moins de boutiques dans les pays. Ça montre à quel point que quand on veut se projeter dans l'avenir, dans la plupart des cas, on se trompe. On ne sait pas trop construire notre avenir, on ne sait pas ce qui est fait demain. On n'aurait jamais su que Facebook allait être créé aujourd'hui. On ne savait pas que l'arrivée, aujourd'hui, la digitalisation est rentrée en Mauritanie. À l'époque, quand on parle d'Internet, c'était pas très visible. Moi, deuxième chose, si je veux vraiment être un peu provocateur, la Mauritanie, quand on me demande souvent, oui, il faut entreprendre en Mauritanie, les gens disent, non, mais la Mauritanie, c'est 4 millions d'habitants, il n'y a pas de marché. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la Mauritanie, c'est un marché de 124 millions de personnes. C'est un marché de 124 millions de personnes. Pourquoi? Parce que au nord, on a le Maroc et l'Algérie
qui comptabilise vers 70 millions d'habitants, Tunisie, 11 millions d'habitants, le Sénégal, 15 millions, jusqu'au Mali, 19 millions d'habitants. Donc, nous, notre façon d'entreprendre devrait se positionner dans, on commence en Mauritanie et on sort dans les autres pays, ce que nos grands-parents faisaient, nos parents faisaient à l'époque. Si aujourd'hui, on veut aussi s'étendre sur le marché international et garder notre leadership, comme ce qu'on a aujourd'hui avec le G5 Sahel, on va s'attaquer à un marché de 300 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'un Mauritanien qui crée sa société pourrait s'adresser à 300 millions de personnes. Donc, ça montre à quel point, pourtant, nous ne sommes que 4 millions d'habitants. Donc, la stratégie mauritanienne à l'avenir, sur l'entrepreneuriat ou créateur ou l'emploi de demain, devrait d'abord se poser sur une politique d'ouverture d'aujourd'hui, ça veut dire ouverture dans nos pays limitrophes, qui va permettre une politique d'ouverture qui va nous permettre de s'attaquer et d'avoir des sociétés et des marchés plus rentables. Tu sais, j'ai vu il y a quelques semaines une conférence sur YouTube et on disait qu'en 2004, il y avait un professeur qui avait demandé à ses élèves quel sera votre emploi de demain en 2004. Il y avait 30% de ces étudiants qui ont dit ils allaient être entrepreneurs. Et en 2018, il a reposé la même question à une autre génération de classe. 70% des étudiants veulent devenir des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir un état d'esprit, une mindset, une façon de réfléchir qui est devenue de plus en plus entreprenante. Moi, si vous me posez la question, quels seront les secteurs de demain? Moi, les secteurs de demain seront tout simplement les secteurs que nous allons rencontrer en France. Des secteurs de demain, ce sera, si c'est la technologie qui va se développer dans le monde, la Mauritanie fera partie de cette mondialisation. En fait, il y a une chose qu'il faudra savoir, que nous, on n'est pas exclus de ce monde et on n'est pas en retard par rapport aux autres. Avec l'arrivée de l'Internet, les sociétés qu'on voit en France, comme Uber, qui existe, une alternative en Mauritanie. Mais bien sûr, il y a quelques retards. Bien sûr, il y a quelques on a quelques avancements à faire. On a quelques énergies, quelques efforts à faire au niveau de la téléphonie, de la technologie. Mais moi, je reste persuadé que la technologie et l'emploi de demain à Mauritanie sera tout simplement l'emploi du monde. Ce qu'un Tunisien fera dans son pays, ce qu'un Français fera et ce qu'un Américain fera, c'est la même chose qu'un Mauritanien fera. Moi, il y a quelques jours, il y a quelques mois, j'étais à Nouakchott, j'étais bluffé par des applications comme Michili, comme Bankili. C'est des sociétés, on disait que la Mauritanie n'allait jamais rentrer dans ce qu'on appelle le mobile banking, et on voit que Bankili commence à émerger et à commencer à apporter une autre façon de faire. On ne fait pas comme les autres, oui, on n'a pas de carte bancaire, mais on réfléchit à notre façon et on répond à notre marché qui est la Mauritanie. La seule chose qu'on devrait faire, et là où on va apporter plus de valeur ajoutée, c'est de s'ouvrir dans les autres pays comme le Sénégal, comme le Maroc, comme la Tunisie, et avoir une stratégie qui est vraiment ouverte aux autres. Donc, concrètement, si je peux parler des secteurs porteurs de demain, quel emploi qu'un Mauritanien va apporter demain, c'est cet emploi-là, en fait, c'est tout à l'heure, on a parlé de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la robotique. Beaucoup de gens vont nous dire, ouais, mais vous savez, la Mauritanie, ils savent même pas faire un site internet et ils vont pas faire de la robotique. Alors que non. Alors qu'aujourd'hui, on voit des masters 2 à Nouakchott des étudiants mauritaniens qui font de l'intelligence artificielle, qui travaillent sur la technologie. Aujourd'hui, n'a de limite que notre créativité. Et que ce qu'on sait faire, ce qu'un Sénégalais sait faire, ce qu'un Français sait faire, et c'est ça qu'un Mauritanien saura faire. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que peut-être on est un tout peu en retard en vision politique, en matière de vision, peut-être en matière d'infrastructure. Et ça, en fait, je pense que ça sera comblé demain. Mais maintenant, je ne vais pas vous laisser avec toute cette utopie, avec ces rêves, sans forcément vous donner quelques secteurs quand même qui seront porteurs demain.
Moi, je parle de l'énergie solaire, par exemple. Je pense que tout à l'heure, il en a parlé tout à l'heure pour expliquer que c'est un secteur porteur. Pourtant, c'est un des entrepreneurs qu'on a reçu chez RMI Info qui a une très, très bonne vision de la Mauritanie. On a l'agroalimentaire. Ça, c'est des secteurs que c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Mauritanie, mais c'est partout dans le monde. Le solaire, les smartphones, l'accès à Internet, l'éducation, tous ces secteurs-là, c'est des secteurs que si vous allez demander à un Européen quels seront les secteurs porteurs de demain, il vous parlera de ça. Donc, la Mauritanie n'est pas en retard dans sa technologie. Elle est peut-être, il y a peut-être du travail à faire dans sa façon dans sa façon de faire, dans sa façon de se développer. Donc, pour finaliser, juste parce que je vais laisser la parole aux autres, on est tout ce qui se passera, tous les secteurs qui seront porteurs demain, ce seront des secteurs que tous les Mauritaniens pourront apporter. Donc, que tous les Mauritaniens peuvent apporter, en fait. Je laisse la parole aux autres. Bah, merci beaucoup, Abdallah Essay, c'est vraiment très pertinent. Je vais donner la parole à Béchir Mohamdi de se présenter et oui, de rentrer dans le but du sujet. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Merci, barakallahu fikum. Bon, je me présente brièvement, votre serviteur Mohamed Béchir Ould Dissas, prof pendant une dizaine d'années de finances participatives, les innovations financières et la gouvernance des institutions bancaires et financières, surtout les institutions financières qui apportent des alternatives. Et j'étais aussi membre de l'agence de recherche dans ce domaine à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Et actuellement, je travaille dans un autre domaine. Je travaille dans le domaine diplomatique et surtout sur les dossiers aussi qui ont lien avec l'économie. Donc, des relations, comment on peut apporter des choses à notre pays, comment on peut, si vous voulez, attirer des investissements à notre pays, comment on peut aider notre pays dans ses relations internationales, surtout sur les volets économiques et sociaux. Bien, mais ça c'est à part. Maintenant, je voudrais apporter ma contribution à votre sujet que je trouve très intéressant. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire. Je me reconnais dedans, mais je voudrais quand même un petit peu avoir un regard. Je vais essayer je vais pas être un peu jouer le rôle du prof, mais je vais être un peu avoir un regard un peu méthodologique. Parce que quand on dit secteur porteur, il faut distinguer les macros du micro. Si nous voulons parler macroéconomique, il y a certaines choses qu'il faut regarder compte tenu des compétences distinctives, si vous voulez, ou ce qui caractérise notre pays par rapport aux autres. Et si nous voulons parler micro, il faut regarder la réalité de notre marché, comme vous avez bien évoqué, notre marché, sa taille, et aussi le niveau de capital intellectuel de nos compatriotes. Il faut tenir compte, en tout cas, il ne faut pas trop mélanger les registres, même s'ils sont complémentaires. Parfois, c'est les macros qui peuvent tirer les micros, et parfois, c'est les micros qui peuvent pousser les macros et qui peuvent pousser les réglementaires à introduire des choses incitatives. Bien, mais ça, c'est un long débat. Moi, je voudrais dire une chose d'abord, que la Mauritanie, compte tenu de sa réalité, est un pays vierge. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que tout est porteur parce qu'on a besoin de tout. D'une certaine manière, vous pouvez dire que tous les secteurs économiques sont porteurs à Mauritanie. Et parce que c'est un pays à construire, parce qu'on est encore au début de notre processus socio-économique par rapport à beaucoup de pays voisins, surtout les pays du Nord. Et d'une autre, donc, en regardant les choses sous cet angle-là, on peut dire que tout est porteur. Mais si nous voulons zoomer sur de plus en disant, malgré cela, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent être davantage porteurs que d'autres?
Et là, il faut prendre en considération les spécificités de notre pays. Qu'est-ce qui va faire que certains secteurs vont être davantage porteurs que d'autres en Mauritanie? Sans être exhaustif, je peux dire qu'il y a 5 secteurs qui me semblent, 5 à 6 secteurs qui me semblent vraiment porteurs pour l'avenir de notre pays. Et je vais commencer par quelque chose qui est lié à la réalité encore de notre sol. Mauritanie est un pays minier par excellence. Nous بلد معدني بامتياز. Parce qu'on a plusieurs centaines d'indices miniers dans notre pays et tout n'est pas encore exploité. Tout est, on a quand même boulevard des opportunités au niveau minier et ça c'est quelque chose dont on a besoin d'ailleurs. On a besoin encore et encore de beaucoup d'ingénieurs dans le domaine minier et surtout dans le mine est découvert déjà en Mauritanie. Je pense par exemple non seulement au cuivre comme il a été dit, mais je pense par exemple à l'uranium. On a bientôt d'ailleurs une société qui va commencer à exporter l'uranium. On l'espère dans quelques mois, peut-être en tout cas bientôt, parce qu'elle est en stade avancé. Je vais pas le divulguer maintenant, mais l'uranium au nord, on a d'autres mines très intéressantes, d'autres découvertes très intéressantes. Je pense par exemple les terres rares. Bon, sans vouloir rentrer beaucoup dans les détails, je pense que la Mauritanie est un pays minier par excellence. Deuxième secteur que je trouve aussi très intéressant, c'est le secteur énergétique et surtout les nouvelles énergies, les énergies nouvelles comme les énergies du vent, les énergies solaires et sans oublier les énergies fossiles, notamment le gaz. Et on pense que notre chiffre de croissance, en fait, le taux de croissance de Mauritanie va vraiment, selon certaines estimations, va monter de 5 à 10% à partir de 2023. Ce qui, d'une part, va ouvrir beaucoup des opportunités dans les secteurs annexes au secteur énergétique, des gaz, etc. On aura donc besoin de beaucoup de compétences. On peut regretter un petit peu, mais on comprend pourquoi qu'il n'y a pas encore beaucoup je dirais, de séminaires et de conférences sur la préparation de l'avenir gazier de notre pays, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des conférences. J'aurais voulu que votre atelier, par exemple, organise des thématiques qui se précisent au lieu de parler sur... Là, on est obligé vraiment d'élargir les regards. On peut parler, par exemple, si je dis les opportunités dans le secteur gazier dans les 5 années à venir. Dans les 5 années à venir, on aura besoin de beaucoup de compétences dans les domaines liés à l'énergie pétrolière et l'énergie gazière et la commercialisation liée à cela, etc., etc. Donc, le deuxième secteur, ce sera le secteur des gaz et de pétrole. Le troisième secteur, c'est celui de la logistique. Je ne suis pas dans l'ordre, mais après, je vais hiérarchiser ça, si vous voulez. Au niveau de logistique, pourquoi? Moi, je pense que la Mauritanie est un pays qui se situe entre des univers, l'univers si vous voulez, méditerranéen et l'univers de l'Afrique subsaharienne. Et ce sera vraiment opportun qu'on se dirige vers la création des entreprises qui jouent sur cette carte-là. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que c'est vrai, notre marché est petit. Nous sommes 4 à 5 millions, on est à 4,5 au maximum, donc notre marché est petit. Mais notre place est stratégiquement très, très importante. Il faut savoir créer, pourquoi par exemple ne pas créer de hub
de logistique qui peuvent servir utiliser la Mauritanie comme véritablement l'entrée ou les ports du pays du Sahel, par exemple, pour l'ensemble des pays du Sahel, qui sont généralement enclavés. Voyez-vous, alors que nous sommes le seul pays qui a une interface sur l'Atlantique parmi les 5 pays du G5 Sahel. Cette carte-là, on doit la jouer de façon intelligente, de façon stratégique, et de façon aussi qui tient compte qu'on a d'autres concurrents. On a le Sénégal qui propose aussi les mêmes services logistiques. Et d'ailleurs, il commence à nous dévancer un petit peu sur ces côtés-là. Peut-être vous avez entendu la dernière convention entre la société de port de Dubaï et le Sénégal. Alors que heureusement, on a quand même nous avancé parce qu'on a élargi notre offre portière. On a Tanit de nouveau, on a Djago, on a Nouadhibou, on est sur une bonne économique entrepreneuriale qui accompagne ça et qui propose que la Mauritanie peut servir justement ce pays sahélien et au-delà. Donc, encore une fois, les côtés logistiques est vraiment un côté porteur. C'est vrai, ça demande, je suis un petit peu sur les macros, ça demande énormément de fonds, mais ça demande, quand il y a la volonté entrepreneuriale, on peut trouver la liquidité, il y en a dans le monde. Mais il faut bien sûr, et ça veut peut-être me permettre d'ouvrir un petit peu une parenthèse pour dire, c'est vrai, les Mauritaniens sont des bons entrepreneurs, mais il nous faut quand même, comment dirais-je, il suffit pas d'être un bon entrepreneur. Il faut rassurer. Il faut être en mesure de rassurer les autres. Et pour les rassurer, il faut beaucoup d'honnêteté. Il faut beaucoup de sécurité juridique. Il faut beaucoup de transparence. Et il faut savoir qu'on n'est pas le meilleur, on n'est pas forcément meilleur que les autres. Voilà. Il faut savoir, les Mauritaniens, parfois, il pense qu'il est le plus beau, le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela, alors qu'on est des êtres humains comme les autres. Donc, et la concurrence est rude. Il faut savoir être humble et savoir rassurer les autres, savoir que la confiance ne se donne pas comme ça gratuitement. Et voilà. Donc, je vais revenir. Ce sera bien qu'il y ait interactivité, mais le sujet est tellement très intéressant. J'ai ouvert une petite parenthèse parce que nous, notre pays a beaucoup de cartes à jouer. On a l'entrepreneuriat dans l'âme, et ça, vous savez, j'ai vécu en France depuis une dizaine d'années. Je sais que, par exemple, les Français sont pas trop ils ont pas l'esprit entrepreneurial comme les Anglo-Saxons et ils souffrent un petit peu de ça. Maintenant, ça commence à changer. Mais nous, on a déjà ça dans l'âme. Dieu merci. Vous l'avez dit, Abdoulaye, tout à l'heure. Et ça, c'est bien, mais il faut capitaliser sur ça et il faut aussi l'accompagner par une réglementation juridique encore forte. Et il faut quand même je dirais, il faut je parle à titre personnel là, franchement, il faut qu'on se débarrasse de quelques erreurs dans le passé de certaines de nos compatriotes qui ont malheureusement trahi certains grands investisseurs ou qui n'ont pas fait, alors que là, il faut vraiment, l'erreur est humaine, c'est normal, mais il faut vraiment, il faut qu'il y ait une sécurité juridique insoupçonnable. Il faut que notre système judiciaire soit capable vraiment de rassurer tous les investisseurs. Bref, ça c'est autre chose. Je passe au quatrième. J'ai déjà dit le mine, le logistique, le gaz et le pétrole. Et je passe maintenant à des autres. Bref, je vais terminer avec, mais vraiment brièvement, je compte sur votre compréhension parce que j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, donc je fais beaucoup de raccourcis alors que le sujet me passionne. Tout ce qui concerne le développement me passionne. Donc je vais rejoindre Abdoulaye sur ce qu'il a dit Abdoulaye sur Bankili, etc. parce que ça me permet de dire qu'il y a un projet, il y a en fait un secteur que je trouve porteur compte tenu déjà du fait que notre pays est très sous-bancarisé.
Je ne sais pas si vous savez que les taux de bancarisation de notre pays, c'est en dessous de 20%. Vraiment, je suis gentil si je dis que c'est autour de 20%. Si on compte, si vous voulez, les doublons, etc., on est autour de 21%, ce qui est encore très bas par rapport au taux de bancarisation d'un pays comme le Maroc, où on est autour de 70%. Voyez-vous, alors qu'un système économique, pour qu'il marche, il faut vraiment qu'on lutte tous ensemble contre l'informel. On a énormément d'argent qui circule, mais beaucoup dans l'informel. Pour résoudre ces problèmes, il faut pousser vers des innovations technologiques qui concilient les Mauritaniens avec les banques, qui concilient les Mauritaniens avec les banques. Et comment réconcilier les Mauritaniens avec les banques? En leur facilitant l'ouverture des comptes, en leur facilitant le règlement à travers ces outils technologiques. Et je pense dans le même sens d'idée qu'il nous faut un nouveau projet de loi sur ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding qui permet justement à tout le monde de pouvoir mobiliser des fonds. C'est la force du collectif. Mais tout ça, ça demande, on a, alhamdoulilah, les 4G qui viennent de débarquer. On a des ingénieurs très doués en informatique, on a des développeurs, mais il faut des initiatives dans ce sens, dans le sens de bancariser davantage, parce que si on arrive à bancariser, vous savez, ça va permettre en fait de réduire les besoins un petit peu à des fonds extérieurs, parce que certainement, on a énormément d'argent qui dort sous des matelas. On a énormément d'argent qui se trouve dans sous les bas de laine. Et la seule solution, et ça, ce n'est pas, il y a quelqu'un qui a posé des questions tout à l'heure sur les modèles économiques. Vous savez, on a beau concevoir plein de solutions, mais si l'argent circule en parallèle, bah, ça va pas, on va pas sortir de l'auberge. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'argent des Mauritaniens circule dans l'économie formelle. Si on arrive à augmenter la bancarisation vers 30% et après vers 40%, vers 50%, ça va changer énormément des choses. Et on a des leviers sur cela, on peut jouer la pédagogie et les technologies. Je termine avec l'enseignement à distance. Je pense que l'un des secteurs porteurs, l'un des secteurs porteurs des Mauritaniens, ce sera vraiment de mettre les paquets sur l'enseignement à distance. Ça, c'est un peu mon côté un peu, je vais pas être chauviniste, mais je pense que les Mauritaniens sont très forts dans certains domaines du savoir. C'est l'héritage de Mahdara. Et je pense qu'on a besoin de faire en sorte que les Mahdara deviennent digitales davantage et qu'on arrive à vendre cet héritage culturel dans le monde arabe et dans le monde subsaharien en général. Ça aussi, c'est l'un des avantages compétitifs de notre pays par rapport à d'autres, c'est le fait qu'on a des belles, si vous voulez, qualités pour les Mauritaniens. C'est le fait qu'on est bilingue, on a un marché arabe des centaines de millions de personnes sur lesquelles on peut vendre plein de choses à travers l'enseignement à distance, à travers la digitalisation de Mahdara, le fait que nos chouyours peuvent donner des cours à distance dans différents domaines, et pas que. Je dis bien pas que dans ces domaines, mais déjà commencer à utiliser ça parce que j'ai envie de dire gâchis, parce qu'on a énormément de grands savants qui peuvent vendre leur savoir à distance. Imaginez quelqu'un comme Ben Baya ou autre, il peut vendre ça, on peut créer carrément des universités digitales dans ce domaine. Ça a commencé un petit peu parce que l'université islamique d'El Ouyoun, par exemple, a ouvert quelques branches en Arabie Saoudite et aux Émirats, mais c'est encore peu par rapport à la potentialité que nous avons. Et je cite ça juste comme exemple. Ne pensez pas que je suis plus droite que les gens de droite, je suis du centre. Mais je crois qu'on a intérêt d'utiliser quand même nos particularités et personne ne peut nier que s'il y a un domaine où les Mauritaniens excellent et les Mauritaniens en fait réalisent en quelque sorte comment dirais-je, des réussites et des succès
mondial, c'est les domaines du savoir scientifique, du savoir del Mahdara, l'héritage del Mahdara. Donc, c'est un point à ne pas négliger, que l'on peut utiliser. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres. Il y en a qui peuvent dire, voilà, je vois parfois des débats des gens qui sont un petit peu pas à l'aise avec ça, qui, quand on leur parle de ça, ils peuvent dire, bah, qu'est-ce que la Mahdara a apporté? Écoutez, c'est juste, on parle de la Mahdara comme atout, entre autres. Et quand on parle de cela, ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres domaines que Abdoulaye a cités ou qu'on néglige les autres les autres spécificités de notre pays. Moi, je suis pour une vision holistique qui mobilise toutes nos compétences pour que l'on soit un petit pays, mais qui peut jouer dans le cours des grands en mobilisant l'ensemble de ses compétences de façon intelligente et visionnaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment très intéressant. Barakallahu fik, Mohamed Béchir. On va revenir un peu plus en détail. Et là, je passe la parole à Sidi Khalifou. Merci. Bon, moi, j'ai peut-être que juste 2 points. Je suis tout à fait d'accord avec la vision et l'ambition de nos 2 intervenants qui ont, je pense, qui ont de l'innovation à apporter effectivement à la Mauritanie. Il y a 2 points sur lesquels quand même je voulais revenir. Effectivement, comme l'a dit Mohamed Béchir, on a une tradition de commerçants, d'entrepreneurs, mais je crois nous avons aussi besoin de nouveaux types d'entrepreneurs parce que nous avons besoin d'entrepreneurs qui ont la capacité effectivement d'investir, qui ont la capacité de structurer, de créer de l'emploi et de s'exporter, et qui effectivement, comme il a si bien dit, rassure. Et ça, c'est toute une génération qu'il faut. Malheureusement, on a été trop commerçant et trop sans valeur ajoutée locale, et qui crée de la valeur ajoutée locale, qui développe l'industrie. Et ça commence, mais on a encore besoin de plus de gens comme ça. Et c'est ça qui va créer de l'emploi et qui va créer des opportunités pour ça. Le deuxième, il a touché aussi un peu, mais je voulais le dire autrement, c'est effectivement le financement. On ne peut pas imaginer un développement de l'économie sans qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les entreprises. Et quand on parle d'argent, l'investissement. Notre système bancaire aussi est très orienté vers le crédit à court terme. Ça ne développe pas l'emploi, ça ne développe pas la création d'entreprises. Il faudra qu'il y ait des financements dans le capital, donc des solutions, il parlait de crowdfunding, mais il faudra qu'il y ait des investissements dans le capital des entreprises et qu'il y ait, quand un jeune a une proposition, a une idée, qu'on puisse investir dans son capital. Et là aussi, il y a des solutions qui commencent à démarrer. Et je pense que c'est par là qu'on peut créer de l'activité, on peut créer de l'insertion et de l'emploi. Dernière idée, je m'appelle les secteurs productifs, les secteurs à valeur ajoutée locale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, restent les secteurs sur lesquels on peut avoir des fondations solides et qui vont effectivement concilier 2 choses. Et ça, la crise du corona nous a montré ça aussi, c'est que tôt ou tard, chacun, à un moment, quand il y a des problèmes, il faut qu'il puisse être compté sur soi-même. On a besoin effectivement d'une capacité d'avoir nos ressources, notre autosuffisance et exporter. Je suis tout à fait d'accord que le marché et l'ambition régionale, que ce soit en logistique, que ce soit un marché au niveau régional, un objet connecté, c'est quelque chose d'important, mais il faut quand même assurer une certaine stabilité au niveau du pays en produisant et en ayant des entrepreneurs qui produisent pour notre pays. Et c'est ça qu'on peut exporter. Parce que sinon, on devient aussi... bon, il faut voir l'exemple du Maroc, effectivement, qui était très intéressé par l'Afrique. Il a des capacités aujourd'hui parce qu'il a des capacités de production. Donc, il peut exporter, il peut avoir la logistique, il peut développer. Mais quand on produit pas et qu'on n'a pas de capacité de production, c'est très difficile de créer le reste. Quand on ne crée pas, on n'innove pas, on ne développe pas de nouvelles solutions, c'est difficile de les vendre. Il faut d'abord commencer par les avoir. Maintenant, on peut être intelligent de dire on n'est pas obligé de compter seulement sur nous-mêmes, on peut compter sur d'autres gens. Et là, on crée effectivement un marché plus grand que ce que nous avons. Mais nous avons aujourd'hui besoin de ça. Je ne veux pas être long, mais sinon, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur les thématiques qui sont là, la capacité, mais toute la difficulté de mettre tout ça en synergie pour que ça donne des choses intelligentes. L'enseignement,
non seulement c'est une nécessité pour l'économie, mais c'est un potentiel, comme il a dit aussi. C'est un potentiel de création d'emplois, de création de revenus au niveau mondial. Ça, c'est très clair. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne veux pas être long parce que je vois que le temps file et je pensais bien aussi d'avoir les questions des participants sur ça. Ok. Merci beaucoup. On revient vers vous, Inch'Allah, plus de détails avec les questions. Et là, je passe la parole à Abdullah Si vous allez s'interpeller. Oui, je vais pas aussi trop monopoliser la parole, mais c'est juste, je vais apporter quelques éclaircissements. Vous savez, moi, j'ai fait mes études en Nouakchott et j'ai été à Baraka et durant toute notre enfance, on nous a dit à l'école que la Mauritanie, c'est un grand pays, que vous savez, on a le fer, on a l'uranium, on a le gaz et c'est un pays très riche, d'accord? Et en fait, je me rends compte que oui, c'est un pays riche, mais il y a que quelques années qu'on a vu émerger des grandes sociétés comme Tazias qui viennent s'installer en Mauritanie. En fait, juste pour vous dire que bien vrai que la Mauritanie, c'est un pays très riche, qui contient beaucoup de ressources, mais s'il n'y a pas de ressources humaines qui détiennent cette richesse, bon, je dirais qu'on va forcément être à la merci des autres qui viennent investir, ou qui est une bonne chose d'ailleurs. Hein, moi, je suis très ouvert à ça, qu'il y ait des investisseurs qui viennent chez nous et qu'on puisse nous aussi profiter de cette expérience. Mais ça, c'est pour juste répondre à Ahmed Béchir, que la Mauritanie, c'est vrai, c'est un pays très ouvert, très riche, avec beaucoup de ressources. Et je pense que là où on pêche un peu, c'est notre ouverture par rapport aux autres pays limitrophes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la concurrence avec le Sénégal dans le domaine logistique. Et je trouve aussi, c'est la concurrence, la Mauritanie, s'il n'y a pas de concurrence dans un marché, pour moi, il n'y a pas de marché. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on arrive à s'imposer par rapport à la concurrence et apporter notre valeur ajoutée. Je suis optimiste. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Mauritanie, qui aime beaucoup voir le côté positif de la Mauritanie, parce que je m'adresse à des jeunes étudiants et je m'adresse à des entrepreneurs qui veulent se lancer. Et cette génération, j'ai envie de leur dire, vous savez, la Mauritanie, c'est un grand pays, c'est un très grand pays. On peut faire beaucoup de choses, on peut s'ouvrir aux autres. Et on peut laisser les autres venir vers nous et on peut aussi exploiter notre savoir-faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation, partager l'éducation islamique en Mauritanie. Moi, je dirais plus loin, apporter de la meilleure technologie, de la vraie technologie numérique et digitale dans le domaine islamique. On peut jouer ce rôle-là. Ça veut dire fusionner la technologie, ça veut dire l'intelligence artificielle, tout ce qui est nouveau avec la technologie, avec notre savoir-faire et notre expérience islamique, on va fusionner ces deux choses pour apporter une innovation. Parce que pour moi, l'innovation, c'est juste une superposition de plusieurs choses qui existent déjà, qui donnent un nouvel usage. Et nous, je pense qu'en Mauritanie, on peut construire des nouveaux usages, une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, tout en s'ouvrant aux autres pays. Pour moi, ouvrir la pêche aux Sénégalais ou bien concurrencer le marché sénégalais en trouvant les meilleurs pêcheurs. Je dirais travailler, ouvrir notre marché aux Marocains dans le domaine énergétique. Aller très loin au Mali, peut-être pour leur apporter de la logistique. Donc, jouer vraiment dans la concurrence et ne pas avoir peur de la concurrence. Et ça, en fait, le développement de la Mauritanie ne se repose pas sur sa jeunesse. Et se repose sur la politique, et se repose sur ces leaders mauritaniens qui sont là, qui construisent la Mauritanie de demain. C'est à ces gens qu'on doit la confiance. Peut-être qu'on doit forcer, c'est ces gens qu'on doit parler pour qu'ils nous ouvrent les portes, qu'ils apportent la transparence dans la création d'entreprises. Bien vrai, il y a des choses qui ont été faites, comme les guichets uniques en Nouadhibou, qui permet aux gens, des jeunes franches en Nouadhibou, qui permet aux gens de pouvoir créer des entreprises rapidement et faciliter les choses. Mais aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir vendre la Mauritanie. Savoir vendre la Mauritanie, c'est apporter une vision très claire de la Mauritanie et voir ce qui nous ressemble.
La Mauritanie, ce qui rassemble la Mauritanie, comme il disait Ahmed Dada, la Mauritanie, c'est comme l'œil, donc on a le noir et le blanc qu'on ne peut pas séparer. Cette vision qui est à la fois très islamique, très nord et à la fois très sud, où il y a cette fusion, ce métissage de Mauritaniens, ça c'est notre valeur ajoutée. Et deuxième chose, nous sommes un pays islamique. Et quand on parle de pays islamique, on parle de pays d'éthique. On parle des gens qui sont capables de voir les choses, pas par rapport à leur intérêt, mais plutôt par rapport à leurs convictions. Et c'est là où on a une force à donner, c'est de dire, on a la fierté parce qu'on est musulman, qu'on a l'éthique et qu'on peut apporter de la transparence, on peut être des hommes justes, même bien vrai que c'est très optimiste ce que je dis, mais je sais qu'on a la possibilité de faire. Parce que moi, aujourd'hui, je m'adresse à ces jeunes étudiants qui sont dans ce groupe-là, qui discutent avec nous. Et ces jeunes-là, j'ai envie de leur dire que la Mauritanie vous appartient et la Mauritanie, c'est eux qui vont faire de vous des excellents entrepreneurs. Ces hommes politiques-là qui sont là, qui essayent d'apporter des choses, il faudrait que ça soit dans le domaine de la jeunesse. Pour moi, la jeunesse mauritanienne, elle a beaucoup de choses à apporter. Il y a la politique qui doit vraiment nous aider pour pouvoir bien nous guider et bien nous apporter. On dit qu'en Mauritanie aujourd'hui, il n'y a pas, en termes d'éducation, ce n'est pas ça, pour ne pas trop critiquer. On sait que dans d'autres pays qui sont à côté de la Mauritanie, on a des excellents professeurs. Ouvrons cette connaissance à ces autres pays qui vont venir enseigner chez nous. Faisons de l'immigration choisie comme ce que veulent faire l'Occident et les autres. Faisons rentrer plus de gens qui sont très compétents dans notre pays, qui vont faire de la Mauritanie un très grand pays. D'accord? Utilisons les ressources des autres. Ce n'est pas grave. On ne sait pas faire, ce n'est pas grave. Mais pouvoir s'ouvrir aux autres et pouvoir faire de telle sorte que cette génération s'accapare, cette génération puisse se développer, ben, c'est l'ouverture. Pour moi, c'est l'ouverture. Pour moi, l'avenir de la Mauritanie se pose sur l'ouverture et l'avenir de la jeunesse mauritanienne se pose aussi sur l'ouverture. Maintenant, je vais pas trop monopoliser la parole, mais je vais aller très vite. Aujourd'hui, si on parle à la jeunesse mauritanienne, ça veut dire aux jeunes lycéens, collégiens mauritaniens qui veulent s'en sortir, on se rend compte très vite que leur vision de l'entrepreneuriat, leur vision est bien vrai, très utopiste. C'est du genre, oui, j'aurai un truc, je vais créer ma société, et puis voilà, sans forcément se poser des bonnes questions. Et si on veut ramener des investisseurs chez nous, il faudrait qu'on soit un pays très juste. Il faudrait qu'on soit un pays attractif. Et rendre un pays attractif, c'est le rendre sécurisé. En fait, sécuriser ce pays. Avoir une vraie politique de transparence, comme il l'a dit tout à l'heure. Avoir une vision très ouverte et très pragmatique. C'est ça, en fait, pour moi. Donc, je vais pas trop je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils puissent eux aussi intervenir. Merci beaucoup, Abdallah Issa. C'est très intéressant et pertinent, Barakallahu Fik. Et là, je passe la parole à Béchir, s'il est là. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je passe la parole à Sidi Khalifou si vous avez quelque chose à rajouter plus ou je pense aussi on peut le tirer. Oui, j'ai des questions parce que peut-être que vous avez une synthèse des questions, c'est peut-être intéressant de répondre. Ah, il est là. Bonjour, Mohamed Béchir est en train de se connecter. Ah bah, ça vous la parole, Mohamed Béchir. Vous avez une question, Yahyana Moulay Abbas. Pensez-vous qu'on doit changer le modèle d'économie qui porte sur l'exploitation minière? Très bien, je vais répondre à cette question et je voudrais également rassurer notre cher ami Abdoulaye qui a laissé entendre.
on se rejoint parfaitement, mais il faut bien savoir qu'on n'a pas peur du tout de la concurrence. Moi, je suis pour la concurrence qui forge les humains à être meilleurs et qui forge aussi, qui pousse aussi les États à être meilleurs. On est libéraux, même si on a notre dimension solidaire et sociale. Et ça m'amène justement aussi vers les modèles économiques que je vais citer. Mais quand je parlais tout à l'heure du Sénégal, c'est pas pour dire qu'on a peur, loin s'en faut. C'est tant mieux, c'est un pays voisin que l'on aime, qu'on souhaite qu'il se développe. D'ailleurs, plus nos voisins se développent, plus ça va. Et plus nos voisins sont meilleurs, plus ce sera mieux pour nous également. Mais on peut parfois, vous savez, dans le cadre d'une certaine vision de concurrence, on peut parfois regretter d'être devancé un petit peu par un voisin ou par un autre joueur. C'est normal. Et j'ai dit ça dans le sens de, à un moment donné, dans la réalité économique, quand vous avancez dans un certain domaine, vous dissuadez les autres à vous suivre. C'est-à-dire que vous avez tellement une longueur d'avance sur certains domaines. Je donne, par exemple, moi j'estime qu'en matière d'énergie, on a bien commencé. Notre pays maintenant, elle est un petit peu une certaine longueur d'avance dans les domaines d'énergie renouvelable, l'énergie solaire, grâce par exemple à la centrale que l'on a en Mauritanie. Et du coup, en termes de production, je dis bien qu'en termes de production, pour que ceux qui nous écoutent ne mélangent pas la production de l'énergie, de l'électricité et la distribution. D'ailleurs, dernièrement, le gouvernement, Dieu merci, a initié une stratégie que j'étais, sans vouloir me vanter, parmi ceux qui ont demandé depuis longtemps à avoir une nouvelle approche managériale pour bien faire sortir Somelec de sa médiocrité à un moment donné. Et Dieu merci, depuis quelques mois, le gouvernement a décidé de scinder en deux la société Somelec pour justement gérer ces problèmes, résoudre ces problèmes de dichotomie entre production et distribution. Donc, je voudrais dire qu'en termes de production, on a une certaine longueur d'avance en Mauritanie. C'est pour cela, vous avez entendu, et c'est vrai, on exporte l'excédent à des pays voisins. Mais en termes de distribution, compte tenu d'un système de gouvernance qui est très archaïque de Somelec, on dit, et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de mafias, un petit peu parfois. Il y a une volonté politique forte de changer tout cela et de les gérer, mais il y a parfois certaines choses qui sont dures à gérer et régler vite fait. Donc, bref, sur ce côté-là, je voudrais dire que en matière d'énergie, la Mauritanie peut être un grand pays exportateur d'énergie, non seulement l'énergie gaz, etc., mais quand même de l'électricité. Si on investit davantage dans le solaire, si on investit davantage dans les vents, parce qu'on a du côté des boulets noirs, on a des endroits où on peut optimiser la productivité électrique de façon extraordinaire. Bref, sur ce côté-là, je pense qu'Abdoulaye m'a compris. Il faut me comprendre dans l'idée que, à un moment donné, tu peux créer un avantage et tu capitalises sur ça de sorte que les autres concurrents n'ont plus intérêt en fait, à te concurrencer beaucoup. C'est ça mon idée. C'était autour de ça. Maintenant, pour répondre à la question du monsieur, c'était qui a posé la question? Yahya Moulay Abbas. Voilà. Je voudrais lui dire que nous, notre modèle économique, permettez-moi de parler un petit peu, entre guillemets, un petit peu de par mon positionnement politique, un petit peu. Ça fait pas du mal. On n'est pas dans un atelier politique, mais rien n'est contradictoire avec ça. Moi, je fais partie de la majorité, c'est normal. Et je pense que les modèles économiques actuels, les modèles économiques déjà, en tout cas, que son Excellence le président Mohamed Cheikh Ghazouani a indiqué dans son programme, c'est de basculer graduellement vers une économie productive et non pas une économie rentière.
Je suis d'accord avec vous. Actuellement, on a les constats, si nous voulons constater de façon objective, depuis déjà des décennies, notre pays est plutôt proche d'un modèle rentier. Exploitation minière, ceci, cela. Alors que ce que le président Ghazouani a indiqué, vouloir faire, et ça, bien sûr, ça ne se fait pas avec une baguette magique, mais il y a un effort et une volonté, je peux vous dire du côté de la majorité, qu'il y a une volonté dans ce sens. Il y a une forte volonté de faire amener la Mauritanie vers un modèle économique où la productivité prime. Un modèle de productivité, un modèle entrepreneurial, c'est-à-dire un modèle d'un côté qui encourage la liberté d'initiative, qui encourage l'entrepreneuriat, un modèle libéral, mais à vocation sociétale. C'est-à-dire, et vous avez vu ça, c'est pour cela, il y a d'un côté, et on a commencé, je pense que le président de la République, compte tenu de la réalité du pays social, a voulu, donc le modèle économique que nous voulons, c'est un modèle libéral productif, mais qui tient compte également de la dimension sociale. Et c'est pour cela qu'il y a eu la création de Ta'azum, qui veut introduire ce qu'on appelle les modèles, si vous voulez, de l'économie sociale et solidaire. En France, c'est ça qui a sauvé beaucoup de pays européens. Si vous retournez, si vous lisez un peu l'histoire économique, les modèles de l'économie sociale et solidaire à travers les banques coopératives, à travers les banques mutualistes, à travers des initiatives, si vous voulez, entre les secteurs marchands et les secteurs non marchands, l'État peut si vous voulez, donner un coup de pouce à la justice sociale en créant ce genre d'initiatives. L'initiative de Ta'azur s'inscrit dans cette logique d'amener une dose de l'économie sociale et solidaire au sein même du modèle libéral macro-global. Donc, et ça, c'est le meilleur, en tout cas, à mon humble avis, c'est le meilleur parce que on n'est pas dans un système du modèle économique si vous voulez, ultra-libéral sauvage qui laisse les gens mourir de faim ou sans intervenir. Si nous étions dans un modèle purement libéral, ultra-libéral, il y aura pas des aides sociales, il y aura pas de la subvention de l'État pour les produits de première nécessité. Vous avez entendu dernièrement l'intervention de l'État pour aider un petit peu certains produits qualifiés hors les jeux spéculatifs. Ils ont mis certains produits hors les jeux spéculatifs et ça c'est bien, ça témoigne de cette volonté de garder dans notre modèle économique une dimension sociale et solidaire. Et de l'autre côté, il faut toujours, et ça je rejoins Khalifou et je rejoins Abdoulaye, leur intervention va dans ce sens, c'est dans le sens des initiatives entrepreneuriales et je pense qu'il y a une forte volonté aussi dans ce sens parce que les deux sphères se complètent. On a besoin d'un côté, parce que pour qu'il y ait déjà une distribution de la richesse, il faut la créer d'abord. Il faut qu'elle soit créée. Et elle ne peut être créée que par des initiatives de vous. Et c'est pour cela que je salue parfaitement cette initiative de votre atelier, d'aborder des sujets comme ça. On a besoin, je vais terminer, je ne vais pas monopoliser non plus la parole, il y a plein de choses à dire, mais moi je suis de ceux qui croient à la jeunesse mauritanienne, je suis contre ceux qui sont, moi je les appelle les adamiyin, c'est-à-dire les gens tout est nul, tout est rien du tout, il y a des gens malheureusement qui sont comme ça. Et il y a le pire des choses dans la vie des humains, c'est de détruire l'espoir. L'espoir, c'est la première énergie. Et il faut qu'on s'entraide pour créer l'espoir dans notre jeunesse. Et ne pas être de ceux qui toujours jettent l'anathème sur les Mauritaniens, toujours traitent les Mauritaniens de ceci, de cela, de sarraguin, de moufsidine, de ceci, de cela. Ça, c'est déjà cette vision est destructrice. Quelqu'un qui aime le bien, et que j'ai beaucoup aimé l'ambiance chez des autres collègues, là c'est très bien d'être animé par une bonne énergie positive, tendre la main à tout le monde, croire à l'avenir de notre pays et à notre jeunesse, et il khair kayin, il y aura du bien. Et ceux qui disent tous sont nuls ou tous sont ceci, comme permettez-moi de vous rappeler ce hadith, man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est lui qui dit que les gens
sont mauvais et les gens sont ceci ou les gens cela, ça veut dire que lui-même il est mauvais déjà. من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم. Et فهو أهلكهم, c'est très pertinent parce que c'est comme si il tue, c'est comme si il détruit la force qui donne envie d'entreprendre. Alors que notre objectif doit être plutôt de donner l'envie, de donner espoir que malgré tout, même si on ne dit pas que tout est rose, les humains restent toujours des humains, mais il y a quand même, nous avons quand même un pays, masha'Allah, alhamdulillah, qui bénéficie d'une certaine sécurité, la condition déjà de toute chose, qui bénéficie des droits de liberté, chacun peut entreprendre, alhamdulillah, comme bon lui semble, et ça c'est déjà quelque chose de bien. Il faut que maintenant on s'entraide ensemble, il faut qu'il y ait beaucoup des ateliers comme ça, de façon très méthodologique. Et moi, dès qu'il m'a demandé, j'ai accepté, malgré mes engagements, j'ai accepté d'apporter ma contribution, franchement, dans un esprit d'énergie positive pour mon pays. Et je pense que notre jeunesse doit s'entraider dans ce sens. Il faut aussi qu'on crée beaucoup je vais terminer sur cette idée-là. Vous savez, comme on dit, comme les gens d'El Batl, les gens qui ne croient pas à l'avenir de notre pays, ou les gens qui sont malheureusement mauvais, s'entraident entre eux par leur immobilisme et par leur mauvaise foi, c'est à nous, ceux qui sont animés par une volonté positive, de s'entraider. Il faut qu'on s'entraide par le biais de ce genre de rencontres, et il faut qu'on s'entraide aussi pour plus de ce que j'appelle les initiatives collaboratives. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, en France, il y a une grande association qui s'appelle IFC Que Choisir. Vous la connaissez, Abdoulaye Saïd? Abdoulaye. IFC Que Choisir c'est une grande association que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce qu'elle fait pression. Vous savez, l'idée que je voulais dire, c'est qu'il faut faire jouer la carte du collectif. Pour que on a parlé tout à l'heure de la gouvernance, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de créer la confiance et de rassurer les investisseurs. Mais si on a au sein de notre pays des unions, des associations des usagers, des clubs d'investissement, des think tanks, ce genre de choses va créer une sorte de dissuasion sur les gens qui ont de mauvaise foi, et ça va leur empêcher de faire de mauvaises manœuvres. Vous me comprenez? C'est dans ce sens-là que j'appelle solennellement qu'il y ait plus des associations qui sont animées par ça. Vraiment, doit être aussi professionnelles et fonctionnelles pour éviter les usages et l'instrumentalisation politique ou rapide. Mais je crois à notre jeunesse, et je suis vraiment très ravi de participer, alhamdulillah, à ce genre des ateliers, et qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai vraiment une petite précision, et je suis très très content que nous partageons la même vision, Mohamed Béchir. Mohamed Béchir, il n'y a pas de souci, nous partageons cette vision, et que d'avoir une Mauritanie qui est unie, qui est ouverte. Moi, je suis l'homme le plus ouvert, le plus pessimiste au monde. Je pense que la Mauritanie, c'est ça qui va nous. C'est parce qu'on est musulman, c'est parce qu'on a de l'éthique, c'est pour ça qu'on pourra travailler ensemble et qu'on pourra évoluer ensemble. Donc, Abdoulaye, désolé, vous avez parlé tout à l'heure de l'éthique, et c'est très 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 important l'éthique, mais tu sais, quand tu as parlé de l'éthique, on passe d'un niveau de l'éthique discursive au niveau des paroles vers une éthique qui mobilise, si vous voulez, la force sociétale à travers des unions, des associations d'usagers comme IFC Que Choisir, que ça fait pression. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les banques, par exemple, des banques qui prétendent proposer des produits, ceci ou cela. S'il y a un jour une association des usagers de ces produits, bah, ça va faire pression.
Donc, elles ne peuvent pas tromper, elles ne peuvent pas être derrière les autres. Donc, moi, je voudrais dire que l'éthique a aussi besoin de coopération. Yani, a besoin qu'il y ait déjà, il faut amener, bref, il faut amener les Mauritaniens à travailler ensemble. Et ça, alhamdoulilah, on peut le faire à travers les outils technologiques que l'on a maintenant. Amener les Mauritaniens à travailler ensemble et croire à la force du collectif. C'est ça qui peut nous amener justement à augmenter le niveau de confiance dans notre pays. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut ramener les Mauritaniens à travailler ensemble. Et j'irai même plus loin, il faut amener les Mauritaniens, en plus de travailler ensemble, et de pouvoir aussi s'ouvrir aux autres. Parce que pour moi, ma philosophie, c'est toujours une philosophie d'ouverture. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je partage la même philosophie avec vous. Juste une chose, une précision. Nous, quand nous, on est entrepreneurs, on pense au profit. Ça veut dire, on pense à l'offre, stratégie commerciale et on vend notre solution. On n'est pas des politiciens. Moi, je voudrais que l'entrepreneur entreprenne, que le commercial vend, que le cultivateur cultive et que le politicien fasse de la politique et fasse son rôle. Nous, en tant qu'entrepreneur, moi, la seule politique que j'ai, elle est basée sur ma politique personnelle, la politique de ma société et la politique qui va permettre à ma société de se développer. Et ça, en fait, pour moi, je laisse encore, j'ai confiance au gouvernement qu'ils vont apporter des choses très concrètes dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas aussi qu'ils oublient qu'il y a une jeunesse mauritanienne qui a besoin d'eux et que l'avenir dépend d'eux. Ça veut dire qu'on a besoin d'une politique d'ouverture, on a besoin d'une politique qui va rassembler les gens, on a besoin d'une politique de sécurité, on a besoin d'une politique d'investissement et on a vraiment besoin d'une politique d'éducation et de la santé. On peut pas parler d'un pays sans parler de santé. Bien vrai qu'on a connu ces derniers jours des moments très difficiles à cause de la Covid, on n'en a pas parlé et ça fait plaisir à cette période de Covid qu'on est resté plus d'1 heure sans parler de cette maladie, mais que la Mauritanie a fait ce qu'il pouvait. Je dirais pas qu'il a mieux fait ou moins fait. Il a fait ce qu'il pouvait par rapport à cette maladie. Et je pense aussi que la jeunesse mauritanienne s'est totalement rendu compte qu'on a besoin des jeunes médecins. Bien vrai qu'on a des nouvelles écoles de médecine en Mauritanie. Qui aurait imaginé qu'il y a 10 ans ou 20 ans que la Mauritanie aurait une école de médecine. Donc, du coup, il y a de plus en plus d'initiatives qui se créent et on a envie que cette jeunesse mauritanienne se projette. Il faut pas s'enfermer sur une politique politicienne, rentrer dans une politique qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Quand on est entrepreneur, on est là pour faire de l'argent. Je comprends l'économie solidaire, je comprends. Pour moi, c'est très, très intéressant parce que pour moi, ça a son échec aussi. Oui, je vais aller vite. Je ne partage pas trop que l'avenir économique d'un pays se base sur l'économie solidaire, sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, nous l'avons naturellement chez nous. En fait, c'est que je pense que savoir travailler ensemble et vivre ensemble, ça, nous savons le faire. Ça, la population mauritanienne est très capable de le faire. Un boutiquier dans mon quartier à la Chokejim est capable de vendre n'importe qui, est ami avec n'importe qui. C'est là où ça frotte ou là où ça va pas très bien, je dirais, c'est plutôt au niveau politique. Et je pense que j'ai confiance à Mohamed Béchir pour nous apporter plus de politique et plus de transparence et plus de cohésion sociale dans notre population. Moi, je pense que j'ai vraiment confiance en vous dans ce domaine-là. Mais la population mauritanienne, elle, les jeunes Mauritaniens, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils font du business ensemble. On a besoin de et j'ai besoin aussi avant juste de finir, je vais finir par cette phrase. L'avenir de la jeunesse mauritanienne se base sur la politique d'aujourd'hui. Construisez-nous, vous les politiciens, construisez-nous la Mauritanie de demain. Nous sommes sûrs que les jeunesses mauritaniennes, ils vont avoir des meilleurs emplois et leur meilleur avenir. Barakallahu fik, Abdoulaye, c'est très intéressant. Et là, je passe la parole à Sidi Khalifou, les mots de la fin.
Ok, merci. Je vais être très bref. Je pense que ce genre d'initiative portée par les jeunes est très intéressant et je sens qu'il y en a de plus en plus au niveau international, au niveau national et même au niveau local parce que la semaine prochaine, il y a un réseau de jeunes entrepreneurs du Gorgol qui font un forum aussi avec une réflexion de ce genre. Et je crois que la responsabilité est double. Il faut un mouvement effectivement porté par la société civile, par les associations, par les jeunes pour prendre les choses en main au niveau de l'emploi, au niveau de l'orientation et de la formation. Mais aussi, il faut une politique gouvernementale qui permet de trouver des solutions. Mais la pression sur le gouvernement, elle est importante. Le gouvernement tout seul n'est pas capable de faire les choses. L'orientation, les idées, la vision doivent venir de ce mouvement et je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Béchir, cette dynamique positive qu'il faut créer. Il ne faut pas, les médias d'ailleurs sociaux, les réseaux sociaux le permettent maintenant de plus en plus, de faire la pression et de rehausser les débats pour obliger les gouvernants à faire de bonnes politiques, à faire de bonnes propositions et à ne pas s'endormir. Ça, c'est vraiment un élément essentiel et qu'on ressent. Et c'est ça qui va permettre de créer des solutions d'insertion, solutions d'entreprise, régler les problèmes et les développer. Et je me réjouis que ça puisse se développer et qu'on puisse avoir ça. Voilà un peu, je pense aussi qu'il y a des think tanks, des réseaux d'entrepreneurs, ça commence à se développer. Il y a des clubs d'entrepreneurs mauritaniens avec des entrepreneurs confirmés qui commencent aussi à se créer et qui développent cet esprit-là, de dire c'est pas seulement une question de la politique qui vient d'en haut, mais c'est aussi les engagements de ceux qui vivent dans les pays qui veulent le faire. La diaspora est un élément essentiel parce qu'elle apporte de l'innovation, elle apporte de la vision qu'on n'a pas en Mauritanie, elle apporte un sens réseau au niveau mondial sur lesquels on peut bâtir et je pense que tout ça ensemble peut donner de bonnes choses. Maintenant, il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas facile et effectivement, il ne faut pas prendre ça comme une mode. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça soit une mode seulement et qu'on parle et que complètement il n'y a rien. Et que c'est s'engager dans du business, dans l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement, c'est des risques, c'est du boulot. Et c'est pas seulement l'histoire de start-up, de forum et autres, mais de concret aussi. Parce qu'on est très fort aussi malheureusement dans ça, où parfois on parle beaucoup et quand on touche la réalité, il faut être très opérationnel. C'est la création d'activités, c'est l'investissement, c'est oser entreprendre et aller dans ça. Et maintenant, affronter les difficultés du terrain et les régler ensemble. Parce qu'effectivement, tout seul, c'est pas évident. Un jeune aujourd'hui qui veut démarrer en tant qu'entrepreneur ou chercher du boulot, tout seul, c'est du parcours de combattant. S'il n'y a pas le social ou le réseau, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, c'est un élément aussi dont il faut tenir compte. Et en tout cas, il y a de plus en plus de structures sur lesquelles on peut s'appuyer et ça va se développer, Inch'Allah. Barakallah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est vraiment très intéressant. Et là, je passe la parole à Mohamed Béchir. Vous avez le mot de la fin. Vous encouragez vivement. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on vous attend. Oui, parce qu'en fait, le micro était un peu, voilà, il était désactivé. Bien, moi, je voudrais vraiment saluer cette initiative. J'ai beaucoup apprécié le débat avec l'échange, ou si vous voulez plutôt de réfléchir à haute voix avec vous. C'était juste pour parler un peu ensemble sur ce sujet, ce secteur que l'on estime porteur. Comme nous l'avons dit, en Mauritanie, il y a plein, alhamdoulilah, des opportunités qui s'offrent devant nos jeunes, devant notre jeunesse. Je pense que, comme il l'a bien dit, Abdoulaye, rien ne peut se faire sans les hommes. Moi, je l'ai dit, comme moi, il l'a dit autrement. Vous l'avez dit, vous avez fait allusion en fait au capital humain. Et moi, j'ai toujours tendance à le dire, même à mes étudiants aussi. Je leur dis, rien ne peut se faire sans les hommes, mais rien ne peut durer sans les institutionnalisations. Pour que quelque chose se fait, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient et qui sont bien compétents, c'est pour cela je rejoins aussi Sidi Khalifou dans ce qu'il a dit. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des initiatives privées, il faut qu'il y ait des clubs d'investissement, il faut qu'il y ait des think tanks, il faut qu'il y ait des réseaux d'entrepreneurs. Il faut mobiliser tout cela vers un projet commun
un projet de société qui amène la Mauritanie vers des perspectives meilleures. Et chacun dans son rôle, bien sûr, chacun dans son rôle. Et je pense que cette initiative-là, l'atelier d'insertion, des choses comme ça, c'est très, très, très important. Surtout que l'on peut le faire chacun de là où il se trouve avec les technologies numériques. Mais je reviens pour conclure en disant que vraiment nos jeunes doivent se spécialiser davantage dans les domaines qui apportent une compétence distinctive à la Mauritanie dans certains domaines clés, notamment le numérique, tout ce qui concerne les technologies numériques, les domaines d'énergie, les domaines comment dirais-je, de logistique que j'ai indiqué tout à l'heure, et surtout encore la fintech. La fintech, pourquoi? Parce que c'est la fintech qui va nous permettre de réconcilier les Mauritaniens avec le monde bancaire et financier de demain. Et c'est la fintech qui va nous permettre de mobiliser les fonds. Parce que si le capital humain est nécessaire, comme nous l'avons dit, du point de vue managérial et gouvernance, etc., mais avant même ça, il y a aussi le besoin du capital financier. Et le capital financier, peut-être en s'investissant davantage, en ayant plus d'ingénieurs spécialistes dans la fintech, ça va, Inch'Allah, nous aider à mobiliser plus de liquidités, plus de financement et surtout bancariser davantage notre société et donc réduire la taille de l'informel et faire en sorte que notre économie soit moderne, productive, efficace et viable, Inch'Allah, pour l'intérêt de tous les Mauritaniens. Wa barakallahu fikum. Barakallahu fik. En tout cas, merci beaucoup à Mohamed Béchir. Et là, je passe la parole à Abdelaïsi. Merci à vous pour cette initiative. Bon, ça fait toujours un grand plaisir d'échanger avec comme Maître Béchir, comme Sidi Khalifou aujourd'hui, qui est un des meilleurs entrepreneurs. Au sein de RMI, on l'a nommé quand même parmi les meilleurs entrepreneurs mauritaniens, même si modestement, il était là aujourd'hui parmi nous et il n'a pas beaucoup parlé. C'est ça, en fait, en général, les grands entrepreneurs ne parlent pas. Et ça fait plaisir parce qu'on l'a reçu aussi chez RMI Info. Nous, notre combat, moi, je pense que nous, on a eu un combat personnel. La diaspora mauritanienne a joué son rôle. Au sein de RMI Info, on a voulu créer un média vraiment ouvert aux Mauritaniens et qui parle à la jeunesse mauritanienne. Où bon, souvent on peut tomber sur des articles politiques, mais on a aussi de l'entrepreneuriat. On met en avant tous les entrepreneurs de la diaspora. On met en avant, tout à l'heure, on parlait d'économie solidaire, d'économie sociale et solidaire. On met en avant les associations. Tout ça pour montrer que nous avons une vision, nous avons une façon de voir et on a aussi une contribution à apporter à notre chère Mauritanie. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui que la Mauritanie, RMI Info fait partie des médias les plus regardés par la diaspora mauritanienne et qui fait qu'on on fait ce combat. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai envie de dire à la jeunesse mauritanienne qu'on peut faire, chacun de son côté peut faire de telle sorte pour pouvoir faire de telle sorte des choses pour pouvoir impacter la société. Vous savez, nous, on vit vraiment une petite fraction de seconde avec le temps de la Terre, mais notre impact est éternel. On parlera toujours de Mandela. On va toujours parler de Obama. Et aussi, on va aussi parler de Donald Trump. Donc, faire des choses qui vont impacter notre pays, faire des choses qui vont impacter la société, va faire que tout le monde parlera de nous et parlera de cette jeunesse. Et j'ai envie de construire, nous, on a envie de construire une jeunesse mauritanienne. Une jeunesse mauritanienne qui est basée sur un peu tout ce qui est pragmatique, d'être des excellents entrepreneurs. Moi, en général, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs et la seule chose que je leur dis, entreprends, fais ton business et le reste, tu verras après. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va se développer. La Mauritanie, c'est un pays, on disait que c'est 1001 poètes. Aujourd'hui, on va dire que c'est un pays avec 1001 entrepreneurs ou 1001 entrepreneurs. Je voudrais que nous vraiment, on est des rêveurs, si vous voulez, parce que voilà, on a envie de construire cette Mauritanie et c'est ce rêve qu'on apporte en la France et qu'on dit partout dans le monde. Là où on dit qu'on est des Mauritaniens, on est fiers d'être et on est des excellents entrepreneurs et on n'a rien à nous reprocher des autres.
Bien vrai qu'on est un petit pays de 4 millions d'habitants. Bien vrai qu'on est un pays où souvent on croit qu'on est le centre du monde. Mais moi, je pense que souvent, il faut être le centre du monde. Je pense que souvent, il faut se considérer grand. Et je pense que souvent, il faut regarder le monde avec modestie tout en gardant notre éthique religieuse qui fera de nous toujours des hommes, des êtres pensants, sociables et soucieux. Donc voilà, pour moi, en fait, l'avenir de la jeunesse mauritanienne, les secteurs porteurs de la jeunesse mauritanienne se basera sur et doit être construit aujourd'hui. Et c'est à nous de construire ces puzzles pour pouvoir construire, pour pouvoir donner de la place à la jeunesse mauritanienne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Barakallahu fikum, merci beaucoup à vous tous. Béchir, vous avez quelque chose à dire ou... Merci. Non, mais je ne sais pas. J'ai utilisé tout à l'heure les termes fintech. J'espère que tous ceux qui nous écoutent comprennent que c'est la liaison entre la technologie et la finance. Ouais, c'est utiliser toutes les applications, les plateformes modernes pour que la finance soit proche de la population, proche des Mauritaniens. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de réconcilier les Mauritaniens avec les mondes de banque et finance, parce que c'est comme ça qu'on va réduire l'informel. Nous, l'Inde, comme tout pays sous-développé, en quelque sorte, l'informel est vraiment quelque chose de malade. Si on réduit l'informel, ça va aider notre dynamique économique et ça va se conjuguer positivement avec les autres leviers de croissance. Barakallahu fikum encore une fois. Désolé pour le... Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous, vraiment très intéressant. Et merci. C'est ça en fait l'idée de la télé. On va essayer d'organiser plus de débats dans ce sens. Inch'Allah, merci, vraiment merci à vous. À très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.